La liberté de la presse et l'exercice des médias en République démocratique du Congo sont presque heurtés à des restrictions qui ne disent leur nom. Entre menaces de mort, agressions et fermeture des médias, les journalistes sont dépourvus des textes spécifiques qui garantissent la liberté de leur métier. Le contexte sécuritaire, social et économique vient s'ajouter à cette fragilité criante. En attendant les conclusions des États généraux de la presse et la loi Mouyaya en gestation au Parlement, quelle posture prendre face à ces dérives que subissent les journalistes, parfois aussi victimes de leur propre ignorance? 49 journalistes sous menace, 37 arrestations, 18 agressions, 2 enlèvements, 1 décès, 17 médias ou émissions interdites. C'est au total 124 cas d'atteinte à la liberté de la presse enregistrés, rien que pour l'année en cours, recensée par le journaliste en danger. Ce rapport annuel d'observation et d'analyse sur l'état des médias et de la liberté de la presse au pays est croissant comparativement aux 2 dernières années en cours, desquelles on note 110 cas en 2021, et 116 cas pour l'année 2020. Une situation justifiée notamment, note JED, par l'environnement politique et sécuritaire marqué par des conflits armés à l'est du pays. Aussi, l'existence d'une loi sur la presse répressive est vieille de plus de 2 décennies qui criminalise le délit de presse et prévoit de lourdes peines d'emprisonnement des journalistes. En réalité, notre métier est menacé. D'une part, par certains textes qui sont, de mon point de vue, obsolètes. Et je pense que durant ces états généraux, nous en avons suffisamment parlé et qu'il y a des initiatives pour améliorer ces textes. Plus vite ces textes seront améliorés, mieux ça sera. Menacé également par l'intrusion de beaucoup d'apprentis sorciers, ce qu'on appelait les TMT, mais c'est ça. Oui. Et qui soit autoprotègent ou qu'on protège ou qu'on laisse faire, y compris par l'État. La multiplication des cas d'abus de pouvoir des personnes qui détiennent une parcelle de pouvoir et qui, pour certains, n'hésitent pas à user de vengeance contre les chevaliers de la plume. À côté de cela, s'ajoutent des agressions verbales ou physiques, des menaces, des dégradations de matériel de travail lors de reportages, la stigmatisation de journalistes lors des déclarations politiques ou sur les réseaux sociaux. Hier, les politiciens, aujourd'hui les militants. La RDC se trouvant dans un contexte de crise sécuritaire, le contenu médiatique est scruté minutieusement selon les sensibilités. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de tout ce qui se passe sur la mobilisation sans toutefois considérer la presse. C'est pourquoi nous serons en train de nous efforcer encore de donner nos voix afin que les journalistes soient libres. Cette dernière soit comprise aussi, mobiliser aussi la jeunesse à faire la différence entre les opinions données par les journalistes et les points de vue des politiques. À tort ou à raison, ils font régulièrement l'objet d'interpellations par les autorités. Le 25 octobre dernier, s'adressant aux journalistes à Goma, dans le Nord Kivu, le porte-parole des forces armées de la RDC, le général Sylvain Ekenge, déclarait, je cite, « L'heure est grave, nous sommes en guerre, même s'il n'est pas encore déclaré, mais vous devez vous comporter comme en situation de guerre. Si vous allez servir de pièce de résonance du Rwanda, ne vous étonnez pas quand les organes des médias seront fermés ou quand les journalistes seront arrêtés. » Fin de citation. Des déclarations considérées par le journaliste comme des menaces à peine voilées contre la presse indépendante et qui mettent en danger la sécurité des journalistes. Aujourd'hui, à la question le journalisme, c'est l'heure, c'est nous tous qui sommes à la base. Et qu'il aurait été souhaitable que je mentionne les efforts qui sont faits au niveau des autorités publiques, au niveau du gouvernement, pour que nous puissions changer le cadre, l'environnement dans lequel s'exerce notre métier. Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, le président de la République nous a fait l'honneur de venir à l'ouverture comme à la clôture des États généraux de la communication et des médias, où une expression est ressortie qui s'appelle salubrité médiatique
où on a reconnu les responsabilités des gendarmes. Au cours de dernières semaines, les menaces et les pressions exercées notamment sur les correspondants de la presse internationale se sont multipliées, comme en témoigne la réduction de la validité des accréditations qui doivent être renouvelées tous les 6 mois. Dans un communiqué diffusé le 25 octobre dernier, l'Association des correspondants de la presse internationale exprimait ses vives préoccupations, notamment après l'action menée par des agents de l'Agence nationale des renseignements visant l'un de ses membres, à l'occurrence Steve Wemby, collaborateur de New York Times, qui reste introuvable jusqu'à ce jour. Le contexte politique et sécuritaire du pays donne ici l'occasion de mesurer l'ampleur de la manipulation politicienne, prête à braver les interdits de l'éthique et de la déontologie, trouvant un espace pour agir de la sorte avec malheureusement l'appui des quelques journalistes qui n'hésitent pas à se livrer et livrer la profession au prix du professionnalisme. Elle est ainsi mise à rude épreuve, non seulement par les pouvoirs, mais aussi par toutes les forces qui exercent sur elle des pressions multiformes. La situation n'est ni pire ni meilleure, mais au regard des chiffres, professeur, on peut dire qu'elle se détériore tout de même de 110 à 124 cas en une année. Est-ce que vous reconnaissez que c'est quand même alarmant par rapport à la liberté d'expression en République démocratique du Congo? Mais, je suis souvent appelé à intervenir au mois de mai lors de journées de célébration de la liberté de presse. L'UNESCO me fait souvent venir. Mais quand on regarde les chiffres, effectivement, c'est inquiétant. Je veux dire une chose que j'ai apprise d'ailleurs dans ces genres d'activités, c'est que quand le président, l'ancien président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, sous Mobutu, a été nommé Premier ministre, quand il a formé son gouvernement, il n'y avait pas de ministère de la presse et de l'information. Parce qu'il croyait tellement à la liberté de presse qu'il avait dit qu'un gouvernement qui n'est que le pouvoir exécutif, ne peut pas gérer un 4e pouvoir qui est celui de la presse. Observez qu'en France, le ministère de l'Information n'existe pas. Il n'y a qu'un porte-parole du président. Oui. Alors, quand on voit un tel degré d'idéal démocratique porté par cette icône nationale, et quand on voit aujourd'hui ces chiffres, on se pose vraiment la question. La liberté de la presse n'est pas non plus un libertinage. Mais après, est-ce que le pluralisme informatif n'est-il pas la chose qui dérange? Le pluralisme informatif signifie de donner l'information objective et vérifiée, soit-elle une information qui n'entre pas dans les canons, comment on dit, d'un pouvoir en place ou d'une façon de voir de l'ordre public. Alors, la question, elle est celle-là. Et qui doit pouvoir aujourd'hui assurer la garantie de la liberté de presse? D'abord, c'est une liberté prévue dans notre Constitution en termes de liberté d'expression. Article 23, article 24 également en termes d'une liberté de presse. Mais il faut pouvoir interpeller le président de la République, qui est le garant justement, et lui faire part de ce dialogue. Et puis j'ai vu le ministre Mouyaya, qui est un journaliste professionnel formé dans les canons de la presse et qui est également, et de sa formation et de sa profession, un journaliste du style un peu Patrick Poivre d'Arvor de TF1 qu'on a connu. Mais il y a eu les États généraux, les États généraux de la presse. Est-ce qu'on n'en a pas suffisamment parlé? Qu'est-ce qu'il y a? Ou faut-il simplement dire, bon, ok, quelles sont les infractions auxquelles les journalistes sont souvent exposés? Il y a la diffamation, il y a l'atteinte à l'honneur, il y a les faux bruits qui existent comme infraction. Et puis également, il y a les imputations dommageables. Il faut peut-être voir dans la synergie avec GED, Journalistes en danger, ou avec l'UNPC, comment également vous parlez... À la veille des élections, est-ce que ça ne fait pas peur? Comment vous parlez également avec le parquet? Parce que l'opportunité des poursuites, c'est aussi les parquets. J'ai vu le nombre de journalistes, mon Dieu, qu'il y a dans les affaires en justice. Je me dis, il se pose quand même un problème. Il y a un problème. Maintenant, pour les élections, oui. Il y a ça, c'est le CESAC.
Chaque fois, j'ai connu la haute autorité des médias. Il faut toujours revenir à ces expériences qui ont marché dans le passé. La haute autorité de médias vient s'inscrire dans un cadre où la liberté de presse, avec RCD Goma, MLC et à l'époque l'ex-gouvernement, c'est un contexte quand même assez difficile. Était très difficile, mais la haute autorité des médias a réussi à imposer une liberté de presse pour former l'opinion publique, comme les partis politiques également doivent le faire, et pour participer à la conscience nationale et à l'éducation civique. Et il y a eu quand même cette presse qui a pu, comment on appelle ça, respirer. Souvenez-vous, alors moi je me pose des questions, il y a eu le congrès de refondation de l'UNPC, qui a donné lieu à Kasonga Chilunde, paix à son âme et tout ça. Mais il y a eu encore un dernier congrès qui s'est tenu au Congo central, sous le financement d'ailleurs un peu du gouvernement, voilà. Mais les résultats de ces états... Il y avait États, une marraine. Voilà, merci de l'information. Mais en tout cas, il y avait une marraine qui a porté effectivement la refondation de l'UNPC en tant que la corporation journalistique. Il y a eu les états généraux de la presse avec le gouvernement. Mais pourquoi est-ce que, dans le concret, le journaliste au quotidien, lorsqu'il donne une information, ce journaliste est exposé aux sanctions pénales? En parlant des États généraux, il y a la loi sur l'accès à l'information publique qui est l'une des recommandations du 2 novembre. La digitalisation y jouera un rôle majeur, évidemment avec la création des portails, des infrastructures, tout ce qui va avec dans le numérique, pour que réellement les journalistes aient accès à cette information. Je peux vous dire une chose, vous savez que tant que la presse aura la pression des services de l'État, cette presse va toujours chercher à se recycler dans les réseaux sociaux, qui est un environnement collaboratif et de communication qui n'est pas éditorialisé. Et c'est ça le danger. Quand vous parlez de la digitalisation de la presse, cette presse s'est déjà digitalisée, un peu dans le libertinage. Et on ne sait pas qui est journaliste, qui donne l'information à ce jour. Oui, justement, j'ai vu le professeur... Rien n'est régulé. Je vois le professeur Jean-Chrétien Ekambo dans l'élément que vous avez lancé. C'est quelqu'un qui m'inspire et je vous signale que j'enseigne à l'IFASIC. Nous avons ce phénomène de délinéarisation. Chaque fois que la presse éditoriale ou éditorialiste sera poussée dans ses propres retranchements, il y aura une apparition d'une communication anonymisée, d'une communication délinéarisée. Observez aujourd'hui, les gens, ils ne croient pas trop à la télé, c'est trop aseptisé. Ils ne croient pas trop à la presse avec logo. Ils vont sur la page d'un certain Perrault, ils vont sur la page d'un certain X, d'un certain Y. Et ce sont ces gens qui donnent aujourd'hui de l'information qui n'est pas régulée et qui forment aujourd'hui l'opinion publique. Où en sommes-nous en quelques mots avec le code du numérique ? Voilà, avec le code du numérique, nous avons passé 2 journées avec le ministre du numérique, Ebéran Kolongele. C'est un aîné de la Sorbonne d'où je sors, et il a mis en place un code du numérique qui couvre plus ou moins les aspects non couverts par la loi sur les télécoms. Donc la signature électronique et la preuve électronique, nous tous, vous savez, nous signons lorsque nous ouvrons un compte Gmail ou notre WhatsApp avec un code PIN ou avec notre empreinte digitale. Mais ces empreintes digitales ne sont pas réglementées. Nous avons également le problème de cybercriminalité dont il a parlé, le vol des données ou la revanche pornographique, ce qu'on appelle les sextapes. Oui. Aujourd'hui, dans la loi congolaise, c'est quand même réprimé. Lorsqu'on fait circuler au détriment d'une personne ces images intimes, on appelle ça de la revanche pornographique. Et puis, il a également pensé, dans le code du numérique, à voir quelle serait la manière la meilleure de réguler le commerce électronique, de réguler également les services divers. Est-ce que la RDC se met au pas par rapport à ce process de digitalisation qui est un réel défi pour toute l'Afrique d'ailleurs? Vous savez que la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est près de 50 millions de personnes qui sont des abonnés des réseaux téléphoniques. C'est à peu près 25 millions de personnes qui sont sur l'Internet mobile. Et la République démocratique du Congo a été l'épicentre de la téléphonie cellulaire, avec Miko Rwaintare, qui en 1987, c'était un Rwandais. Hein. Il est venu installer Télécel ici avec également des lignes, toujours une longueur d'avance. Des lignes allant jusqu'aux 1000 collines et qui ont fait du mal au peuple zaïrois à un moment. Et donc,
La République démocratique du Congo est en plein dans cette révolution numérique qui est en fait la 4e révolution industrielle. Et observez, même nos téléviseurs, aujourd'hui, sont des téléviseurs qui sont connectés. Oui. Mais maintenant, il y a un cadrage stratégique qui a été fait. Nous avons participé à l'écriture en 2019 du plan national du numérique qui a été finalement adopté par le président de la République en 2019 et avec le gouvernement Sama Lukonde, le point, je crois, 49 du pilier de l'action gouvernementale, ça a intégré le plan national du numérique. Le cadrage, il est simple et je finis par là. Il y a d'abord les infrastructures des télécommunications. L'idée de la fibre optique avec celle installée sous Koyagalo, je peux parler de lui parce que c'était le point d'atterrage, ça ne marche pas très fort. Il y a les infrastructures numériques, il y a les contenus. Aujourd'hui, vous savez que la plupart de nos données sont logées à l'étranger. Un ministre qui a un compte Gmail, ces données sont en fait dans des serveurs américains. Et vous avez les usages applicatifs. Observez, vous ne demandez plus de visa ni de DV Lottery comme ça, vous le faites en ligne. Téléphone. Et donc, en ligne, oui. l'État congolais devrait également, c'est l'instruction qui a été donnée par le gouvernement d'ailleurs, je suis les conseils des ministres, que toutes les factures d'eau et d'électricité d'ici 2023 ou 2024 devraient être payées en ligne. On en reparlera certainement prochainement avec un autre dossier bien fourni sur cette question de numérisation en République démocratique du Congo.